Vous connaissez tous Nvidia, c'est la plus grosse entreprise du monde qui fabrique des cartes graphiques qui sont au cœur de toutes les avancées en IA. Ça les a rendus absolument incontournables. Ce qui est moins connu par contre, c'est leur côté sombre, que ce soit quand ils rendent fous les géants de la tech avec leur quasi-monopole ou certaines de leurs pratiques quasi mafieuses. Et pour en parler, on a invité Jean-Louis, qui a une longue expérience dans les data centers de GPU. Il va nous raconter pourquoi en ce moment c'est la guerre des GPU et comment Nvidia a réussi à se mettre dans cette position de roi du pétrole. Mais juste avant de le recevoir, je vous présente notre sponsor du jour, Trade Republic. C'est la solution la plus simple à ma connaissance pour investir en actions, obligations ou ETF. On peut se créer un compte en 5 minutes et commencer à investir via leur appli. Vous fiez pas trop à leur nom parce qu'ils visent pas vraiment les traders, plutôt des gens comme vous et moi qui veulent épargner un petit peu tous les mois. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils prennent aucun frais sur les plans d'investissement récurrents. Depuis peu, ils proposent aussi des cartes Visa. Vous pouvez créer une carte virtuelle gratuitement ou bien choisir une carte physique. Elles sont très stylées, surtout qu'elles ont 1% de save-back. Donc quand vous dépensez 100 €, Trade vous verse 1 € à investir. Je vous mets un lien pour découvrir Trade Republic en description, mais surtout, j'ai réalisé une interview d'1 heure avec le directeur Europe. Et c'est un peu la finance pour les nuls. Si jamais vous avez toujours repoussé de vous y intéresser, il n'y a pas de jargon, j'ai appris énormément de trucs, le lien est aussi en description. On reprend. Pourquoi est-ce que, rétrospectivement, ce sont eux qui se sont imposés comme partenaires indispensables pour entraîner tous les modèles d'IA ? Déjà, ils sont très bons, on va pas se mentir. Donc déjà, tu as ce truc-là, la qualité du produit, elle est effectivement au cœur de réussite de la plupart des boîtes, on va pas se mentir. Maintenant, la deuxième chose qu'ils ont fait, ils ont été très très bons là-dedans par rapport aux autres qui ont fait du hardware, c'est qu'ils ont tout de suite attaqué les couches software. Et en fait, quand tu fais du levier sur les cartes graphiques, effectivement, tu as le hardware, la deuxième couche qu'on connaît tous, c'est le driver. Et tu as une petite couche au-dessus qui s'appelle CUDA. Donc, c'est la manière dont tu vas exprimer des instructions au driver pour qu'il puisse utiliser au maximum la carte graphique. Et puis au-dessus, tu as un certain nombre de librairies qui se mettent dessus, cuDNN, etc., qui sont des librairies CUDA qui vont utiliser pour les Deep Neural Network. Tu vas avoir cuBLAS pour le Basic Linear Algebra, etc. Et au-dessus, tu vas avoir des frameworks qu'on connaît tous, PyTorch, TensorFlow, etc. Et eux, là où ils ont été très bons, c'est que tout de suite, ils sont allés dans les couches très hautes du logiciel pour attraper la communauté, abstraire la difficulté, chose qu'ont moins bien fait des gens comme AMD ou Intel, etc. Du coup, là, toutes ces couches-là, ouais. C'est ça qui permet à un développeur, qui n'est pas forcément un expert en carte graphique, d'écrire par exemple du code Python dans la langue qu'il connaît. C'est un scientifique, voilà, il utilise probablement un PyTorch par exemple. Il va écrire ce code-là et toutes les couches que tu as décrites lui permettent d'utiliser à son plein potentiel la carte qu'il vient d'acheter, c'est ça ? Exactement, ça va compiler en ce qu'on appelle des graphes d'exécution sur la carte graphique. Est-ce que AMD a un équivalent et pourquoi ça n'a pas pris si c'est le cas ? C'est une bonne question. Ils ont un équivalent qui s'appelle ROCm, qui est pas mal aussi. Mais en fait, c'est toute une question de communauté et d'open source. Tu vois. Si l'open source prend pas derrière, en fait, il n'y a aucun tool. Là où Nvidia est vraiment super bon, c'est qu'ils ont eu la masse critique de développeurs. Ils ont mis beaucoup d'efforts sur le software, alors que c'est un fournisseur de hardware. C'est complètement antithétique, mais l'adoption passe par le software. Et à partir du moment où tu as la masse critique et tu arrives à créer un bon soft qui est absorbé par la communauté en fait s'emballe et fait le soft pour toi. Chose qu'AMD a jamais poussé dans son ADN d'aller faire du soft. Donc là, ils se sont pris les doigts dans la porte et ils sont en train de corriger ça. On l'a vu, tout le monde achète en très très grande quantité des cartes Nvidia. Et si j'ai bien compris, c'est difficile en réalité. C'est-à-dire qu'il y a une telle tension, une telle demande sur le marché des cartes graphiques, pour l'IA entre autres, en fait, il y a une file d'attente, non ? Il y a une file d'attente qui est... en fait, il y a trois choses qui se sont combinées. Il y a de la géopolitique là-dedans. Alors, nerd, mais on peut être passionné de géopolitique aussi. Tu as eu le Covid. C'est venu le Covid taper dans un des problèmes. C'est que tu parles de silicium, mais à un moment donné, le silicium, il vient de quelque part. Et c'est les extractions de minerais. Et la plus grosse source de ces minerais qui sont nécessaires à la fabrication de ces puces-là, c'est en Chine. Et donc, le Covid-19, blocage de la Chine. Donc déjà, c'est le premier problème géopolitique. T'en as eu un deuxième qui est arrivé, il s'appelle Taïwan. Et l'un des plus gros producteurs de puces au monde, c'est TSMC, donc c'est une fonderie. Et la fonderie, en gros, son job, c'est on lui donne des plans et il exécute la fabrication de ce qu'on lui a donné sur les plans. Et donc c'est pareil avec les tensions avec Taïwan, c'est un petit peu tendu. Et donc ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'il y a eu la révolution de l'IA qui est arrivée, qui en plus fait un boom là-dessus. Et ces trois événements combinés ont fait que c'est devenu un petit peu compliqué. Les fondeurs, donc ceux qui fabriquent, sachant qu'il y en a très peu de fournisseurs de hardware type Intel, AMD, etc., qui ont leur propre chaîne. Intel là, mais c'est pas le cas de la plupart des gens.
Donc ça a été un petit peu chaud, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que Facebook a fait des commandes gigantesques. Ils ont eu le nez en avance pour se faire un énorme stock. Et en même temps, anecdote rigolote, nous, on était invités à une conférence chez Meta pour parler notamment de leur nouveauté en IA. Et ça se voyait qu'ils n'étaient pas enchantés d'avoir que NVIDIA en option, en fait, pour pouvoir entraîner leur modèle. Tu vois, ils rouspétaient un peu. Ils étaient en mode, on aimerait bien qu'il y en ait d'autres quand même. Si ces cartes sont super bonnes, pourquoi il y a une certaine résistance des géants de la tech envers NVIDIA? Qu'est-ce qu'ils font qu'on n'aime pas? Bon, comme toute compagnie qui a plus ou moins le monopole, tu as une manière d'imposer tes prix qui est un sujet effectivement important et à considérer. C'est des gens qui ont une vision de leur marché et de leur prix ils ont le monopole, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, tu négocies pas le prix de tes ads Facebook. Facebook a le monopole sur tes données, tu ne négocies pas le prix de tes ads sur LinkedIn. LinkedIn a le monopole. Donc, à un moment donné, quand tu as un marché monopolistique, tout de suite, tu subis les prix d'une certaine manière. Donc déjà, tu as cette première chose-là. Bon, il y a plein d'autres sujets qui viennent, mais il y a énormément de batailles sur la priorité, effectivement, dans les files d'attente. Il y a beaucoup de providers, je dirais pas les noms, mais qui se shippent, qui se volent les lignes de commande en disant, tiens, il y avait un 100 000, tu me le donnes et tu me l'amènes à moi et je passe en priorité, etc. Donc là, c'est même plus un sujet de payer. Et donc quand tu es rendu là, où tu te dis, le sujet, c'est pas de payer, le sujet, c'est d'avoir, je pense effectivement, tu choisis ce que tu... Certains sont prêts à tout. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails des prix, c'est pas moi qui gère ces choses-là, enfin qui gérait ces choses-là, mais ouais, effectivement, c'est leur façon de fonctionner. Et il y a eu un autre truc aussi qui m'a fait penser à une anecdote à la mort de Johnny Hallyday. T'as eu deux types de réactions. T'as les gens d'Amazon, pendant la nuit, ils ont pris leur téléphone, ils ont appelé Universal, ils ont dit, je veux toutes les discographies de Johnny Hallyday dans mon stock. Parce qu'ils savaient que le lendemain, à 8-10 heures, ça allait être lessivé. Et ils savaient que tout le monde allait acheter. Et puis, tu as les anciens qui se réveillent, 8-10 heures, ils vouloir, il faudrait qu'on achète Johnny Hallyday. Hop, il n'y avait plus rien chez les fournisseurs. Bah, tu as un petit peu le même effet dans les GPU, où les gens, ils essayent de préempter avant que les vagues arrivent. Et parfois, quand tu t'appelles NVIDIA, par exemple, et que tu as vu le Covid arriver, et que tu vois les trucs arriver, tu peux très bien aller voir les fonderies, ce qu'on appelle les gens qui fabriquent les puces, et dire, bah, moi, je préempte toute ta chaîne de production pendant les 24 prochains mois. Et si tu es un petit peu moins business oriented, que tu es un peu plus lent à la détente et que tu t'appelles, je sais pas, AMD ou autre, et que tu viens et tu dis j'aurais besoin de supply chain, et tu fais bah non, désolé, le mec avant il est passé, il a tout raflé. Il a acheté tous les disques de Johnny Hallyday, il n'y a plus de dispo. Bah, c'est un peu ça aussi qui se passe, et à ce moment-là, tu dois faire des arbitrages sur la supply. Donc tu vois, ils sont aussi très, très, très agressifs là-dessus. Et puis il y a un autre truc, quand l'IA est arrivée, je parle de Gen AI, un peu tout ça, tu vois, il y a 4-5 ans, le pari d'NVIDIA a été de réduire ce qu'on appelle la précision. Tu vois, ils ont un petit peu triché parce que ces puissances de calcul, on appelle ça des teraflops. C'est le nombre de flops, floating operation per second, qu'on est capable de sortir. Et une floating operation per second, ça se compte en 32 bits. Et eux, ils ont dit, ben, les cartes, elles sont toujours de la même taille. On ne peut pas vraiment consommer plus que 300-400 watts. La taille de gravure, elle commence à être un peu limitée parce qu'au bout d'un moment, tes électrons, ils commencent à sauter, donc tu perds de la qualité. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on compacte plus d'opérations physiquement sur la carte. Donc, tu es un petit peu emmerdé. Et NVIDIA a compris quelque chose de très smart, qu'on a tous fait à l'école. Si tu fais 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 3 et tu veux un résultat en 10 puissance moins 3, bah, en fait, tu as trop calculé parce que 10 fois 3 fois 10 moins 3, ça fait 10 moins 6. Donc, il y a la moitié de ton opération qui part à la poubelle. Okay, mais quand tu fais des calculs de réseau neuronal, tu passes ton temps à faire ça. Tu fais A plus B fois C. Et en fait, ça s'appelle donc des floating points. Donc, tu vas faire floating point 16. Donc, tu vas représenter sur 32 bits plus une chose en 16 bits fois une chose en 16 bits te donne un résultat en 32 bits. Donc, ils ont appelé ça des TensorFlop. Et ça s'écrit T-flop aussi. Teraflop, TensorFlop. Et le résultat est en 32 bits aussi. Et donc, ils ont dit, bah voilà, nos cartes, elles sont 2 fois plus puissantes en T-flop. Mais sauf que le T-flop est plus le même. Et ouais, c'est des petits malins. C'est des petits malins. L'objectif, c'était quoi? C'était de continuer une progression linéaire, c'est ça? Exactement. Si tu achètes des bases de données, tu vas avoir une linéarité du prix par rapport à la RAM. Parce que c'est l'élément bloquant quand tu fais des bases de données. Si tu achètes du web ou du CPU, ça va être évidemment le CPU. Si tu achètes du storage, ça va être linéaire par rapport au storage. Et en IA, qu'est-ce qui est linéaire? Ça, c'est super dur parce que les cartes graphiques, elles ont des générations. Donc tu vois des gaps de prix, mais tu les comprends pas. Et tu peux diviser par tout ce que tu veux, mais à la fin, la linéarité vient du teraflop.
Sauf que le teraflop, il a fait ça, et à un moment donné, tu as la taille de gravure qui est limitée, et il a commencé à faire ça. Donc ils ont dit, moi, si je veux vendre plus cher et faire plus de pognon, il va falloir que je continue ma courbe comme ça. Mais elle est en train de s'écraser à cause de la taille de gravure. Donc on va mettre une autre unité, on change de calibre, et on va recommencer une pente. Et donc tu peux revendre des cartes sur un nouvel axe avec une linéarité. Mais ça a mis très longtemps, tu vois, les nouvelles générations, les A100, tout le monde s'est regardé dans le cloud en disant quel prix on applique. Parce qu'en fait, on a perdu notre mesure. C'est un peu comme si tu sortais une nouvelle RAM qui t'a coûté plus cher qu'un, un algo de compression dans la RAM spécifique, et tout le monde se regarde. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec les NVMe. Tout le monde se regarde en disant à combien on va s'aligner sur le prix, quelle est la nouvelle linéarité au niveau du business model. Donc tout le monde s'est un peu regardé. Les A100, elles ont mis beaucoup de temps à avoir leur pricing qui sortent parce que tout le monde s'est beaucoup regardé. Maintenant que les A100 sont sortis, les H100 qui sont le même type de génération, tout de suite on a aligné les prix, et puis c'était parti, quoi. C'était assez marrant à regarder. Et justement, en parlant de prix, de tout ça, là, on parle de GPU, tu as mentionné des A100, ça c'est vraiment des trucs d'entreprise de data center, typiquement utilisés dans l'IA, justement. Ce que connaissent les gens, typiquement les gamers, c'est plutôt les cartes d'entrée de gamme, où là, de l'extérieur, en tout cas, la bataille est plutôt en train de changer, où on a eu une domination historique complète de Nvidia, et où aujourd'hui, ça commence à, notamment dans le jeu vidéo, pour plein d'autres applications, devenir logique et intéressant de prendre du AMD, voire plus compétitif parfois. Mais sur l'IA aussi, t'inquiète. Et voilà, mais c'est la question que j'allais poser. Est-ce que ça peut durer éternellement, cette hégémonie dans l'entreprise ? Non, c'est impossible, parce qu'à un moment donné, tu as la pression du marché. Bon, je vais rester poli, mais ça embête tout le monde. Vous avez compris le mot. Ça fait embêter tout le monde, on va dire, de payer très cher des produits où tu vois une autre bagnole, entre guillemets, et tu dis elle est pas compatible avec la route, ou c'est pas le même standard des trains, c'est pas le même standard des cars, des rails, ou je sais pas quoi. Tu vois le train, il est moins cher, il va aussi vite, et puis tu vois, tu dis je le paye 10 fois le prix, le ticket. Et puis à un moment donné, toute la communauté se dit ok, tu sais quoi, on va prendre nos piolets, on va venir, on va démonter les rails, et puis on va faire un truc qui est adaptable. Et c'est ce que fait le gros travail que fait Hugging Face. Hugging Face, c'est la boîte française qui a démocratisé les modèles d'IA dans l'open source. On va simplifier. Donc ils ont pris à l'origine beaucoup d'implémentations des chercheurs, des papiers de recherche ou des implémentations un peu crado que faisaient les chercheurs sur leur repo. Ils ont mis ça tout dans un bloc. Après, ils ont dit on pourrait conceptualiser telle chose. Et puis, ils ont commencé à faire une librairie qui s'appelle Transformer. Et maintenant, c'est devenu le standard. Et Hugging Face, ils sont très bien financés. Je ne sais pas leur valo, ça va être 4 milliards ou quelque chose. 4,5. 4,5 milliards, tu vois, easy peasy, quoi. Mais si tu regardes leur financement, c'est assez drôle. Le dernier round de financement, je ne suis pas certain qu'ils en aient eu besoin, mais ils l'ont fait, et tu regardes qui s'est mis derrière. Et ce sont alors pas que, mais une grosse partie de gens qui font du hardware. Genre du Qualcomm, du AMD, du machin, qui sont venus mettre le pognon. Mais la raison, elle est simple, c'est on met du pognon à tel valo, mais en échange, on veut du temps dédié dans la roadmap pour que votre lib, qui est un peu le standard maintenant, tu vois, on parlait de PyTorch, le truc légèrement au-dessus de PyTorch, que votre standard maintenant puisse être capable de supporter d'autres hardware. En gros, ils ont raté la vague, la première vague PyTorch, etc. Là, ils veulent vraiment pas rater celle d'après. Personne ne veut rater celle d'après. C'est une mine absolument monstrueuse d'argent, quoi, qui est en train de débouler. Mais c'est des très bonnes cartes, AMD. Tu vois, tout le monde regarde la MI 200, MI 300, tout le monde la regarde. Et les cloud providers sont les premiers. Tu regardes AWS, ils ont des puces qui s'appellent Inferentia. Donc, ils ont acheté une boîte israélienne qui s'appelle Annapurna. Et ils ont dit, on a un cost, donc ce qu'on appelle un CAPEX, donc quand on fait du cloud, c'est du capital expense, donc l'achat en fait de la machine, qui va être amorti sur plusieurs années. Donc tu vas dire, par exemple, sur les 5 prochaines années, en gros, je simplifie, mais je vais pas faire d'argent, je vais rembourser ma machine, un peu comme si tu achetais de l'immobilier, sauf que tu le fais sur 20 ans dans l'immobilier, tu fais la même chose sur 5 ans avec du hardware. Mais tu dis, je serai cash flow positif dans 5 ans, pas cash flow positif, mais j'aurai remboursé mon CAPEX, donc tout le reste sera bonus. Et en fait, quand tu as ces raisonnements-là, tu vas pas continuer à payer des cartes une fortune quand tu vois que le principal élément dans ton CAPEX de ta machine d'IA, c'est un fournisseur. Tu vas commencer à foutre la pression en disant il faut qu'on réduise ce coût-là incompressible. Comment on fait ? Et au bout d'un moment, quand la pression elle est trop forte pour un industriel, tu dis qui est-ce que je peux financer pour que dans 3 ans, 4 ans, je puisse réduire mes coûts pour la prochaine génération, des coûts par 2 ou 3, tu vois. Donc c'était inévitable. Ça ne peut pas exister. À un moment donné, la pression du marché est trop forte et ça se rééquilibre. Donc ça va bouger. Je donne peut-être 18-24 mois avant que ça soit vraiment chamboulé. Si ce sujet vous a intéressé et que vous avez un ordi sous Windows 11, on avait fait une chronique sur pourquoi Windows est un spyware et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour
enlever le junk et la merde qui est installée par défaut. Vous allez notamment découvrir des versions alternatives de Windows qui sont conçues par la communauté. Vous allez voir, c'est assez dingue et c'était dans cette vidéo.